Bonjour. Discutons aujourd'hui de la théorie voulant que Montréal aurait été établie et se trouverait toujours en territoire autochtone non cédé. Elle avait d'abord été avancée par l'ex-maire de Montréal, Denis Coderre, dans sa stratégie Métropole de réconciliation. C'est en avril dernier, dans le cadre du processus de modification du drapeau de la ville, qu'il affirme que Montréal représente un territoire Mohawk. Vous n'êtes pas sans savoir que Denis Coderre a été battu par Valérie Plante de Projet Montréal aux dernières élections municipales. Or, la nouvelle mairesse persiste et signe dans la démarche de son prédécesseur. Dès son entrée en fonction, elle indique que toutes les séances du conseil municipal débuteront en affirmant que la ville se trouve en territoire autochtone non cédé. Étrangement, à l'inverse de Denis Coderre, Valérie Plante ne précise pas de quel peuple autochtone il est question, selon elle, afin de rester inclusif. Alors, y a-t-il mérite derrière cette prétention? C'est ce que nous déterminerons. De prime abord, c'est plausible, puisque des Autochtones ont effectivement déjà habité Montréal. C'est en 1535 que Jacques Cartier arrive au village d'Hochelaga en remontant le fleuve Saint-Laurent depuis Stadacone. Les Autochtones qu'il rencontre sont des Iroquois du Saint-Laurent, à ne pas confondre avec les Iroquois. Les Iroquois du Saint-Laurent habitaient les deux rives du fleuve Saint-Laurent, de l'île d'Orléans jusqu'au lac Ontario. Ils pratiquaient l'agriculture, vivaient dans des villages fortifiés et parlaient le dialecte laurentien qui leur était propre. Si revendication du territoire de Montréal il y a à avoir, c'est bien eux qui ont la légitimité pour le faire. Or, bien que documentés par Jacques Cartier, les Iroquois du Saint-Laurent ont disparu entre ses voyages et celui de Samuel de Champlain en 1603. Non seulement ne peut-on plus les trouver à Québec, mais il ne reste plus une trace du village d'Hochelaga sur l'île de Montréal. Leur disparition a longtemps été un mystère, mais des recherches archéologiques tendent à démontrer qu'ils auraient été décimés entre autres par des épidémies, mais surtout lors de guerres intertribales. Exception faite d'expéditions militaires ou de voyages de chasse, le territoire de l'île de Montréal est vide d'hommes lors de sa colonisation par le Royaume de France. C'est en 1636 que la seigneurie de l'île de Montréal est concédée à Jean de Lauzon. Elle est par la suite acquise par la Société Notre-Dame de Montréal en 1640. Ville-Marie est fondée 2 ans plus tard par Jeanne Mance et Paul Chomédé de Maisonneuve. En 1663, la seigneurie est donnée à l'ordre des Suppliciens qui en resteront seigneurs jusqu'en 1859, 5 ans après l'abolition du régime seigneurial. Ainsi, aucune nation autochtone n'a vu sa souveraineté spoliée par la colonisation de l'île de Montréal. Or, des Autochtones habitent les environs de Montréal. Vous les connaissez certainement. Il s'agit des Mohawks. Ces derniers sont des Iroquois, une confédération qui incluait originalement 5 nations, soit outre les Mohawks, les Sénéca, les Onondaga, les Oneida et les Cayugas. Ces peuples proviennent tous du sud des Grands Lacs, dans l'actuel État de New York. Ils ont d'ailleurs légué leur nom à plusieurs lacs et rivières de leur territoire ancestral, entre autres la rivière Mohawk qui se déverse dans le fleuve Hudson près d'Albany. Prenons un instant pour établir l'origine des communautés de Kanawake et de Kanesatake. Kanawake est la plus ancienne. Son histoire commence avec la mission Saint-François-Xavier des Jésuites, d'abord dans la seigneurie de la Prairie. Les premiers Iroquois, une poignée d'Oneida, s'y installent en 1667. 6 ans plus tard, ils sont rejoints par une quarantaine de Mohawks, provenant d'un village nommé Kanawake, aujourd'hui près de Fonda, dans l'État de New York. En 1680, la seigneurie du Sault-Saint-Louis est concédée aux Jésuites à l'usage des Mohawks convertis au catholicisme. Kanawake atteint son emplacement actuel en 1716. Quant à Kanesatake, ses origines remontent aux seigneurs de Montréal, les Suppliciens. Ces derniers établissent une mission sur le Mont-Royal en 1676 au bénéfice des Iroquois, Algonquins et Hurons convertis au catholicisme. Vers 1695, la mission est relocalisée au Sault-au-Récollet. En 1717, la seigneurie du lac des Deux-Montagnes est concédée aux Suppliciens, comme pour les Jésuites, à l'usage des Mohawks convertis au catholicisme. La communauté atteint son emplacement actuel en 1721. Ainsi, vous êtes à même de constater que les Mohawks qui se sont établis de façon permanente dans la vallée du Saint-Laurent près de Montréal l'ont fait à l'invitation des institutions françaises, qui l'ont fait sous la souveraineté et l'autorité du Royaume de France. Cette souveraineté et cette autorité ont par la suite été transférées successivement à la couronne britannique via le traité de Paris de 1763, puis à la couronne canadienne via le statut de Westminster de 1931. Au Canada, c'est les nations autochtones qui revendiquent des territoires. Pour les 2 communautés limitrophes de Montréal, Kanawake revendique l'ensemble du territoire de l'ancienne seigneurie du Sault-Saint-Louis, alors que Kanesatake revendique certaines sections de l'ancienne seigneurie du lac des Deux-Montagnes. Sans se pencher sur la validité des revendications en question, force est de constater qu'elle n'inclut pas l'île de Montréal, que ce soit en partie ou en totalité.
Même les données du ministère des Affaires autochtones et du Nord canadien ne font pas mention d'une quelconque revendication territoriale globale sur l'île de Montréal. Ainsi, la prétention que celle-ci soit d'une façon ou d'une autre un territoire autochtone non cédé est complètement non fondée. Pire encore, Valérie Plante est incapable de cibler une nation autochtone qui pourrait revendiquer l'île de Montréal, démontrant l'absence totale de réflexion derrière sa démarche. Ce faisant, elle instrumentalise les Autochtones dans ce qui ne peut être décrit autrement qu'une stratégie de relations publiques servant à mousser son image. Valérie Plante et Projet Montréal n'arrêtent pas là. Non seulement fomentent-ils le révisionnisme, mais leur programme s'en inspire pour proposer une ambitieuse politique de réconciliation. Je vous invite à prendre connaissance de certaines de ces mesures. Offrir à tous les fonctionnaires et élus de la ville une formation sur l'histoire des peuples autochtones. Vous conviendrez, c'est d'une utilité très questionnable pour les employés de la SPM ou de la voirie, mais force est de constater que c'est surtout la mairesse qui devrait s'en prémunir. Mettre en œuvre une stratégie de toponymie autochtone ambitieuse, soit renommer nos rues, nos parcs et nos institutions pour refléter les Autochtones, lesquels, on ne sait pas, et probablement pas ceux qui habitaient autrefois Montréal puisque leur peuple est désormais éteint. Favoriser la création d'entreprises autochtones et le recours aux entreprises autochtones lors de tout contrat octroyé par la ville, soit donner des incitatifs et une priorité dans les contrats publics en fonction de la race de l'entrepreneur, plutôt que de son expertise ou de sa capacité à mener à terme un projet. Augmenter la proportion d'Autochtones au sein des employés de la ville, soit embaucher des employés en fonction de leur race plutôt que de leurs compétences, à la manière des programmes de discrimination à l'embauche favorisant les minorités visibles. En ce qui a trait à la catégorie d'emploi, la permanence et le niveau hiérarchique, soit promouvoir des employés, encore une fois en fonction de leur race, plutôt que de leurs compétences. Tout d'abord, force est de constater que ces mesures sont fondamentalement racistes. Au Canada, le statut d'Autochtone est déterminé via les liens du sang, et est farouchement gardé par ceux qui le détiennent. Par exemple, chez les Mohawks de Kanawake, un individu doit démontrer ou bien que ses deux parents sont eux-mêmes membres, ou bien qu'un de ses parents est membre et que l'autre appartient à l'une des nations iroquoises. L'idée est d'autant plus impratique, voire ridicule, considérant la population autochtone de la ville de Montréal. En date du recensement de 2016, à peine 3060 Montréalais se qualifient comme autochtones selon la loi sur les Indiens. C'est 0,2% de la population. Même si l'on prend en compte ceux qui s'identifient comme autochtones, mais ne le sont pas nécessairement au sens de la loi, ils ne sont que 12 035, 0,7% de la population. Ce faisant, à toute fin pratique, il est impossible d'augmenter substantiellement la proportion d'Autochtones dans le service public de la ville de Montréal, tout simplement parce qu'ils ne représentent pas et n'ont jamais représenté une part substantielle de la population. Une telle initiative accorderait un privilège indu à une poignée d'individus, au détriment de tous les autres Montréalais, quelle que soit leur origine, leurs compétences et leur expertise. Ainsi, après vérification des faits, vous êtes à même de constater que Montréal n'est pas un territoire autochtone non cédé. Mais qu'à cela ne tienne, ça n'empêchera pas Valérie Plante et Projet Montréal de poursuivre avec leur rhétorique mensongère. Si les conséquences n'étaient que symboliques, on pourrait pardonner la faute, mais ce n'est pas le cas. Valérie Plante compte réécrire l'histoire de Montréal, changer son visage via la toponymie et introduire des politiques d'embauche et d'octroi de contrats racistes. Ce n'est plus ni moins qu'odieux pour les citoyens de Montréal et l'honneur de leur ville. Montréal a été un haut lieu d'échange, de collaboration, de commerce et de diplomatie avec les Autochtones. Pas le site d'un drame ou d'une dépossession. Valérie Plante restera mairesse de Montréal, minimalement jusqu'en 2021, tout comme son parti maintiendra sa majorité absolue au Conseil. D'ici les prochaines élections municipales, il est de votre devoir de lui communiquer votre mécontentement et votre déception, de vous opposer à ses politiques mensongères, révisionnistes et racistes. Rappelez-vous que le résultat aux urnes est toujours le message auquel les politiciens sont le plus attentifs. D'ici là, si vous avez aimé la présente capsule, je vous invite à consulter ma série portant sur les demandeurs d'asile de 2017. Je vous souhaite une excellente journée. Revoir Montréal sous la neige au soleil et me sentir encore en amour avec elle.